Je suis ravi d'accueillir à cette table ronde Élodie Bakou, responsable autonomie et politique senior à l'UNCAS, qu'on peut applaudir. Et Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du réseau francophone Ville Amie des Aînés, qu'on peut aussi applaudir. Alors, je vais me permettre de vous appeler par vos prénoms, si ça ne vous embête pas. Donc, Pierre-Olivier, je me tourne vers vous pour déjà essayer de dresser un peu un panorama en fait, des initiatives qui visent la citoyenneté des personnes âgées, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent depuis maintenant plusieurs années partout dans le pays, qui visent cet objectif de faire en sorte que les personnes âgées existent dans la société. C'est quoi les grands temps? C'est quoi les initiatives les plus notables qui visent cet objectif dans l'absolu sans qu'on parle encore de l'aménagement urbain et des villes? Si. Est-ce que ça marche le micro? Non? Alors, ça y est. Si, voilà, ça y est, c'est bon. Donc je disais, j'en sais rien. Très bien. Bonne réponse. Au revoir, à bientôt. Ça va nous aider. J'espère que vous étiez content de me rencontrer. Mais comme je sais qu'on est un peu en retard, je vais gagner du temps. Non, mais je me suis interrogé vraiment sur le titre déjà. Déjà, il y a le aussi, comme Félicie. Très bien, merci. J'étais animateur, hein, donc j'ai des repères dans la vie. Mais voilà, pourquoi aussi? Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'a priori comme quoi ça coule de source. Et ça m'interroge sur cette question qui ferait qu'à un certain âge, la pleine citoyenneté, il faut l'encourager, il faut la pousser, il faut la valoriser, il faut dire, vous avez vu, c'est des personnes âgées qui ont fait ça, donc c'est bien. Ça me rappelle quand j'étais animateur et qu'on avait des chorales et que on disait, ah ben c'est quand même formidable pour leur âge. Ils chantaient faux, mais pour leur âge, c'est bien, on s'émerveille. Et en fait, je pense que ça, c'est pas de la pleine citoyenneté. La pleine citoyenneté, c'est certainement œuvrer pour faire en sorte qu'à un moment donné, en particulier dans les territoires, donc dans les villes, mais dans les territoires où qu'on soit, on ne se dise pas parce que j'ai avancé en âge, donc je ne suis plus citoyen. Ce qu'il y a de pire, c'est quelque part de penser qu'on a un parcours de vie, qu'à 18 ans, on devient citoyen parce qu'on a le droit de vote, et puis qu'à un moment donné, classe, ça s'est arrêté. Alors, il n'y a pas d'âge, on ne définit pas un âge. Mais on pourrait tenter de définir des situations qui diraient parce que tu n'es plus au travail, parce que tu n'es plus impliqué, parce que tu n'es plus militant, comme on disait ce matin, du coup, tu n'es plus citoyen. Mais alors, on va t'organiser un truc pour que tu sois un citoyen âgé. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi j'en sais rien. C'est que je pense véritablement que le rôle qu'ont les collectivités, en tout cas nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans les démarches Amis des Aînés, c'est de redire que les gens, ils vieillissent pas hors sol et que les territoires, ils sont pas là pour s'occuper des gens, ils sont là pour dire aux habitants âgés, vous comptez avec votre âge et non pas à cause de votre âge. Et je pense que c'est ça qui doit changer la donne dans les collectivités, c'est ce qui changera aussi les repères. On discutait tout à l'heure avec Jean-Pierre, hein, je disais que j'avais une petite trentaine d'années d'amitié avec la FNADEPA, j'en profite pour faire un petit coucou à ma vieille amie Françoise, et qu'on a un parcours de citoyenneté autour de ces engagements-là, et que moi, il me tient à cœur qu'on arrête d'opposer la vie au domicile à la vie en établissement. Moi, je veux qu'on privilégie la vie tout court, dans un parcours de vie en avancée en âge, avec des avantages et des inconvénients, avec des situations qui sont des fois plus favorables à tel ou tel moment, mais que la citoyenneté, c'est de se dire qu'on est adulte jusqu'au dernier moment, et que le rôle du territoire, c'est d'abord de penser ça, et ensuite c'est d'agir. Donc je répondrai peut-être tout à l'heure à votre question. D'accord. Mais pas tout de suite. Non, mais très bien. Je vais faire un peu de teasing. Non, mais c'est très bien. Moi, je voudrais faire réagir justement Élodie sur cette question-là, sur le fait que c'est un peu artificiel de réfléchir citoyenneté des personnes âgées. Pourtant, il faut
Et vous l'avez évoqué, hein, il y a quand même des moments dans la vie où, parce qu'on quitte son travail, parce qu'on perd des fois en autonomie, parce que le regard de la société sur vous change, où cette dynamique de citoyenneté elle est peut-être moins évidente. Est-ce que du coup, ça vaut le coup de se poser cette question de la citoyenneté des personnes âgées, qu'il faut pousser ou inutile de le faire, comme nous le dit Pierre-Olivier? Pour rejoindre Pierre-Olivier, moi je pense qu'on aura progressé quand on arrêtera de cloisonner. Donc une démarche participative, pour moi, c'est tout public, les jeunes, les adultes, les personnes un peu plus âgées. Et on aura progressé quand on arrêtera d'être agiste et qu'on reviendra, comme on l'a dit ce matin, au pouvoir d'agir et à la responsabilité des personnes âgées. Le Covid l'a bien montré, elles ont repris un peu de pouvoir d'expression. Donc pour moi, en fait, favoriser la pleine citoyenneté, c'est déjà commencer par les laisser s'exprimer et être libre de leurs actes et suivre leur libre arbitre. D'accord. Je voudrais juste, puisque vous faites référence à la crise sanitaire, je me souviens, alors désolé de remuer des mauvais souvenirs, mais je me souviens de débats télévisés où on avait commencé à dire, oui, mais en fait, on est en train de sacrifier les jeunes à cause des vieux. En fait, autant interdire aux vieux de sortir et puis laisser les jeunes gambader, comme ça, au moins, tout le monde sera tranquille. Et il y avait cette espèce de en sous-main, se dire, bon, en fait, en gros, vous êtes âgé, vous ne servez plus trop à rien, nous, on est l'avenir, on est la jeunesse. Comment, même si les personnes âgées ont pris plus la possibilité, ont eu plus la possibilité de prendre la parole, en tout cas durant cette période-là, il y a eu aussi ce débat. Est-ce qui vous a inquiété à l'époque ce débat et est-ce que ça rejoint cette discussion autour de la citoyenneté des personnes âgées? Alors, du côté des CCS et des EHPAD et des résidences autonomie, on était plutôt dans l'optique de remettre du lien social, parce que en fait, le cloisonnement entre les jeunes et les personnes âgées qu'il fallait sauver à tout prix les a encore plus isolés. Donc on a eu des initiatives très sympathiques et on a eu des personnes âgées qui avaient beaucoup d'imagination. Donc en résidence autonomie, elles se faisaient des autorisations de sortie chaque jour et elles se rejoignaient dans les appartements pour manger ensemble. Donc c'était très chouette, ça a remis un peu de lien, et on a réutilisé les extérieurs. Donc je sais que vous faites beaucoup de boulot là-dessus. Et on a remis un peu plus de lien social, même si c'est un combat quotidien qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais on a remis au centre l'essentiel, en fait, avoir du lien. Et donc, je suis d'accord avec les petits frères des pauvres. Les jeunes, comme les moins jeunes, ont été impactés là-dessus. La crise sanitaire a été aussi dévastatrice du côté des jeunes. Et on a pas mal de CCS qui ont fait des initiatives, l'association des jeunes étudiants, parce qu'ils se sont retrouvés confinés. Ouais. Donc, en fait, nous, on a eu une réflexion interpublique, c'était assez chouette. D'accord. Ce que vous dire, c'est que sur les plateaux télévision, il y avait ce débat un peu choquant de dire il faut prioriser la jeunesse et sur le terrain, au contraire, il y avait des initiatives intergénérationnelles qui étaient hyper intéressantes. Hein, c'est ce que vous voulez nous dire en fait. Hein. L'optique, c'était de concourir le mieux possible à leur santé et puis d'arrêter avec l'anxiogène. C'était trop. Il y a eu des directeurs qui ont été, dans un premier temps, ils ont tout sécurisé. Et les personnes âgées ont mis des comités en place et elles se sont plus incluses dans la vie sociale de leurs établissements. Alors que je sais que vous allez me redire que les CVS, des fois, on a du mal à les faire vivre. Oui. Et là, ça a donné un peu de... c'était très innovant et très militant. D'accord, très bien. Pierre-Olivier, est-ce que vous souhaitez réagir justement sur cette question sur cette crise-là, je veux dire, les vieux, ils n'avaient rien demandé. C'est pas eux qu'on dit prenez soin de nous. On a beaucoup parlé. Donc en fait, c'est plus une décision politique et une crainte qui est un scandale. De dire attention, il pourrait mourir et ça pourrait nous retomber dessus, mais il n'y a pas eu de manifestation d'habitants âgés en disant protégez-nous coûte que coûte. Donc là, on a tous été pris dans une sorte d'injonction contradictoire entre protéger pour qu'il n'y ait pas de scandale et en protégeant, parfois en surprotégeant, avoir des formes de maltraitance. Parce qu'il y avait aussi un renvoi à la responsabilité des uns ou des autres qui fait qu'on ne savait pas trop comment naviguer là-dedans. Mais c'est vrai que malgré cette forme de chaos, il y a eu de l'imagination et il y a eu un certain nombre d'endroits où la contrainte a fait naître des rêves, si je reprends le début de cette journée. Et il y a eu des très belles choses parce que des gens ont inversé les choses et se sont dit, puisque on est tellement bloqué par nos contraintes réglementaires, administratives et tout, inventons quelque chose. Mais moi, je voudrais quand même redire, il y a... Au même titre qu'on ne doit pas opposer la vie à domicile et la vie en établissement, on ne doit pas opposer les générations. La citoyenneté,
c'est quoi? C'est de se dire qu'on veut vivre ensemble dans un territoire avec des valeurs communes et qu'on ne doit pas tirer la couverture de l'un contre l'autre. Et ça, c'est fondamental parce que sinon, on va finir à couteau tiré. Très bien. Est-ce que, même si on évite effectivement cette fameuse concurrence entre les générations, et Yann nous en a bien parlé ce matin, qui avait une forme de continuité, donc, et que les oppositions pouvaient être dangereuses, est-ce que malgré tout, Élodie, il y a une forme d'expression de la citoyenneté qui est un peu différente entre l'expression très militante, on prenait l'exemple de mai 68 là, des jeunes, et ensuite une expression de citoyenneté peut-être moins militante et plus engagée quand on avance en âge? Est-ce qu'il y a une différence d'expression de la citoyenneté avec l'âge? Pour poursuivre les échanges de ce matin, moi je pense en fait que les personnes âgées engagées à l'âge âgé étaient déjà des jeunes engagés et que c'est un peu le parcours de vie qui nous façonne, ou alors on peut dans un second temps s'engager. Donc ça peut être élu ou être bénévole. Un peu quand même. C'est quoi, tu as un engagement associatif? Il va répondre, Pierre-Olivier. C'est bien de ne pas être d'accord. Allez-y. Et donc, c'est une période différente de la vie. Moi, j'aime pas trop opposer les jeunes aux personnes âgées. C'est le résultat d'un parcours de vie et c'est notre parcours de vie qui nous façonne. Et donc, on peut être une personne âgée engagée comme on a été jeune, ou on peut être engagé alors qu'on n'était pas jeunes engagés. J'aime pas le cloisonnement et les positions entre les deux. Être une personne âgée engagée, c'est être une personne engagée et pas une chose qui est engagée. Je trouve qu'on réifie un peu les personnes âgées. D'accord, très bien. Vous souhaitiez réagir, Pierre-Olivier, justement, sur cette idée qu'en fait, on est militant... quelque part, on est d'accord, c'est qu'il y a différentes façons de s'engager. Et que quand on a un parcours d'engagement avant l'arrivée à la retraite, on a une forme d'engagement et de militantisme qui a ses particularités dans la revendication, dans la référence à ce qu'on a vécu précédemment. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie et donc l'augmentation du temps de vivre à la retraite, on a de plus en plus de gens qui, arrivant à la retraite, et là, il y a un travail d'accompagnement à faire, c'est-à-dire, tu arrives à la retraite, est-ce que tu t'es posé la question de combien de temps ça allait durer? Et très peu de gens, en fait, je ne sais pas s'il y en a qui sont proches de la retraite, moi j'ai 62 ans là bientôt, et donc je me dis, en fait, j'en ai pour combien de temps à être, voilà, pas avant d'aller au cercueil, j'en ai pour combien de temps à vivre à la retraite, et donc est-ce que je dois avoir des projets? Moi, quand j'étais jeune animateur, on me disait, la retraite, c'est les 3 B, la bouffe, la balade, la belote. Voilà. Bon, et des fois la bagarre. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus ça, parce que si vous avez 20, 25, 30, 40 ans d'espérance de vie, je rappelle que l'espérance de vie sans incapacité, c'est souvent les 2-3 dernières années. Donc tout l'autre temps, on ne va pas juste faire la bouffe, la balade et la belote. Donc là, on va redécouvrir qu'on a du temps, qu'on a des compétences, qu'on a des capacités. Et là, ça va faire de l'engagement citoyen. Ça va faire des élus, ça va faire des présidents d'associations, ça va faire des bénévoles qui vont devenir militants, même s'ils n'avaient pas pris le temps dans leur vie professionnelle, parce que tout le monde n'a pas le même parcours professionnel et que des fois on n'a pas le temps, et puis des fois on ne croit pas en soi. Et je pense qu'une des nouvelles choses par rapport à la citoyenneté, c'est de travailler à se dire, quelle que soit la vie qu'on a eue avant, si on a une belle espérance de vie, cette belle espérance de vie, elle n'est pas que physique, elle est aussi dans l'épanouissement de la personne. Et cet épanouissement, il doit être accompagné pour se dire, en fait, j'ai des choses que je peux faire et qui ne sont pas que la répétition de ce que j'ai fait précédemment. Ce n'est pas parce que j'étais comptable que je vais être trésorier. Ce n'est pas parce que j'étais directeur que je vais être président. On peut aussi avoir des rêves et se dire, cette vie à la retraite, elle va me permettre de faire ses rêves, mais en même temps de m'épanouir en lien avec le reste de la société. Oui, et puis c'est pas parce qu'on n'a pas été militant pendant toute sa vie qu'on peut pas le devenir aussi. On peut le devenir. À partir de... Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui deviennent militants, qui deviennent bénévoles, même s'ils ne l'ont pas été avant. Donc c'est pour ça que je disais non, c'est qu'il ne faut pas qu'on induise que si on ne l'a pas fait, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. À la limite, ce que vous dites, c'est que peut-être cet âge de la retraite, c'est le début de quelque chose et c'est d'abord le début et pas
et pas forcément Pour certains, c'est la continuité, pour d'autres, c'est le début, et pour d'autres, c'est le changement. D'accord, ok, très bien. Je reste avec vous, Pierre-Olivier, justement pour nous expliquer, puisque vous, de par votre réseau, c'est une chose extrêmement importante. En quoi, justement, l'aménagement urbain peut favoriser cette citoyenneté des personnes âgées? C'est le cœur de votre action. Donc là, vous ne pouvez pas me dire, je ne sais pas, là. Je n'ai pas dit que je ne savais pas, j'ai dit que je ne voulais pas répondre. Vous m'avez dit, je ne sais pas. Bien sûr. Évidemment, si on part du principe que la citoyenneté, c'est de pouvoir s'épanouir dans un territoire, ça veut dire que le territoire, il doit être aménagé pour que, avec l'avancée en âge, le territoire ne devienne pas un obstacle. Et je pense que c'est ça le véritable engagement. Et la particularité dans l'engagement des habitants âgés, c'est que d'un côté, ils ne veulent pas être différenciés des autres, c'est-à-dire montrés du doigt, mais de l'autre côté, ils attendent qu'on ait une sorte d'attention par rapport à leur âge pour dire mais faites quand même attention à qui je suis et l'environnement dans lequel je suis, est-ce qu'il est bienveillant ou pas pour moi. Et donc le rôle d'un territoire, c'est vraiment de penser le mobilier urbain. Voilà. Est-ce que les abribus qu'on a devant l'espace Encan sont à l'abri du vent? Est-ce que le banc qu'il y a dessus fait que je peux m'asseoir et me relever? Ou est-ce que je me dis qu'il est trop bas et que du coup, j'arriverai pas à repartir? Est-ce que les surfaces des voiries font que je vais glisser avec ma canne ou avec mon déambulateur parce qu'on a mis un revêtement qui est très joli mais qui est ultra glissant? Est-ce que l'éclairage public il est au bon endroit et qui fait que je me sens en sécurité, ou est-ce que je me dis que je vais tomber parce que je vois rien quand je sors dehors? Et en fait, vous voyez que le fait de sortir, d'aller et venir, c'est pouvoir exercer sa citoyenneté en toute autonomie. Et cette autonomie, elle doit être accompagnée, non pas avec quelqu'un qui vous tient le bras, tant que vous n'en avez pas besoin, mais par contre, elle doit être accompagnée d'un environnement qui fait que si j'ai besoin de m'asseoir, tous les 150 ou 200 mètres, il y a un endroit où je peux me poser parce que je suis plus lent. Ça ne veut pas dire que je suis incapable, je suis juste plus lent. Ça veut dire qu'il faut des toilettes publiques qui soient accessibles, qui donnent envie, qui soient propres. Parce que je vais dire à personne que je suis incontinent parce que j'ai un problème de prostate. Et je prends des exemples perso. Donc voilà, moi une fois un maire m'a dit qu'est-ce que je dois faire pour que les gens soient autonomes. Je lui ai dit mets des chiottes. Alors il m'a regardé, mais c'est quoi le lien? Voilà, le lien, c'est que en fait, je ne vais pas dire à quelqu'un j'ai besoin de m'arrêter parce que au bout de 10 minutes ou un quart d'heure. Voilà. Donc, c'est des choses très concrètes. C'est de faire en sorte que, par exemple, le plus bel outil d'échange intergénérationnel dans les villes aujourd'hui, c'est les horodateurs. Parce qu'ils sont tellement mal faits qu'on ne voit rien, qu'on ne comprend pas ce qu'on doit faire. Que tout le monde se parle, c'est ça, hein, pour chercher à comprendre. Tout le monde se parle. Moi, mes enfants, ils m'ont dit, papa, j'ai jamais eu autant de personnes âgées qui m'ont parlé depuis qu'ils ont changé les horodateurs, parce que tout le monde vient voir en me disant, pouvez m'aider, est-ce que vous êtes bien sûr que j'ai bien fait, que je ne vais pas me prendre de PV? Ça, en fait, ça veut dire que les territoires, ils n'ont rien compris. Vous regarderez des fois dans les gares, vous avez un horodateur, il y a des boutons qui ne se voient tellement pas qu'ils sont obligés de mettre des trucs à côté pour mettre appuyer ici. Mais ce n'est pas intégré au truc, ils l'ont rajouté. Donc vous voyez, en fait, c'est comment on pense la vie quotidienne en se disant que peut-être qu'il faut écrire plus gros, peut-être qu'il faut faire des choses qui sont à l'usage de tous, mais en étant attentif aux particularités qu'on a. Les transports en commun, par exemple, aujourd'hui, faut des plans. Parce que si vous n'avez jamais pris les transports en commun parce que vous adoriez votre voiture et qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus la prendre et qu'il faut acheter le billet dématérialisé, savoir comment on fait, comprendre le parcours, en fait, vous restez chez vous. Donc, ça vous empêche de vivre cette citoyenneté. Aujourd'hui, on a des villes qui font des ateliers pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, nous, on conseille les villes. Par exemple, il y a un truc tout bête. C'est vous bipez dans le bus, il y a une toute petite lumière, un tout petit bip qui est tellement rapide que du coup, la personne âgée, elle reste stockée devant et puis elle se fait engueuler par tous les autres qui veulent rentrer derrière. Et pourquoi elle fait ça? Parce qu'en fait, elle croit que ça n'a pas marché et elle a peur d'avoir resquillé. Et donc, elle ne veut pas avancer. On leur dit, je sais pas, mettez un son qui est plus fort.
Voilà. Ouais, Donc vous voyez, c'est des choses ça peut extra- paraître du détail, mais en fait, le détail, c'est la qualité de vie qu'en fait, on continue d'être autonome dans le vrai sens du terme, et donc on a envie de faire des choses tant que c'est possible. La meilleure lutte contre l'isolement, c'est en fait celle-là, c'est de permettre aux gens de continuer d'aller et venir. C'est pas simplement d'aller les visiter une fois qu'ils peuvent plus sortir. Ouais. Donc pour moi, la citoyenneté et l'aménagement de la ville, il est vraiment autour de ces questions-là. Très bien. Élodie, moi je voulais vous faire réagir sur ces propos. J'imagine évidemment que vous êtes d'accord avec tout ça, mais peut-être en précisant la question, puisque en écoutant Pierre-Olivier, tout ça, ça m'a fait penser aussi à des politiques, aux politiques d'accessibilité qui concernent les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a une nécessité est-ce que pour vous, c'est exactement le même combat que la question de l'accessibilité, ou est-ce qu'il y a des adaptations et des choses aussi à adapter en fonction qu'on est âgé ou en situation de handicap? Parce que ça m'a fait penser à tout ça. Voilà. Désolé de cette question qui est un peu complexe. Non, je pense que quand on réfléchit à rendre la ville accessible pour les personnes âgées, on réfléchit pour les femmes enceintes, pour une personne qui se fait une entorse, pour une personne en situation de handicap. C'est la société inclusive qu'on pense à tout le monde, d'accord. D'accord. Donc on n'est pas, il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas des adaptations spécifiques en fonction de l'âge, du handicap ou du manque d'autonomie en fait. On réfléchit global. Non, pas nécessairement, parce qu'on peut faire un pont, par exemple, entre une sclérose en plaques jeune et la sclérose en plaques quand la personne est plus âgée. On va anticiper en fait son besoin futur, et là on va la rendre pleinement citoyenne, parce qu'on ne va pas interrompre en fait son parcours de vie et son parcours de vie professionnel aussi. Rendre la ville accessible, c'est aussi pouvoir avoir des citoyens qui sont capables d'aller s'exprimer, notamment à la mairie, qui peuvent trouver des services publics accessibles, qui ont une signalétique qui leur permet de se déplacer assez aisément, parce que ceci est un vrai sujet, même pour les personnes en situation de handicap jeunes. Penser l'accessibilité pour les personnes sourdes, pour les personnes aveugles, pas que pour les handicaps fonctionnels ou sensoriels ou psychiques. En fait, c'est un bon réflexe dès le départ, et ça nous permet de rattraper le retard qu'on a en matière de situation de handicap, et ça sert à tout citoyen. D'accord, très bien. Oui, Pierre-Olivier. En complément de ce que dit Élodie, ce qui est important, c'est là aussi de travailler, je dirais, dans la dentelle. Parce que, en apparence, les déficiences peuvent être semblables, sauf que une personne sourde, depuis l'enfance, elle va avoir appris le langage des signes. Une personne âgée qui perd l'audition, elle ne va pas apprendre le langage des signes. C'est comme la personne âgée qui découvre les transports en commun parce qu'elle ne peut plus conduire. Une personne qui ne voit pas et qui est jeune, elle va apprendre le braille. Une personne âgée qui a la DMLA, elle ne va pas apprendre le braille. Une personne âgée qui est en fauteuil roulant parce que ses jambes la lâchent, elle n'aura pas développé le haut de son corps, comme un athlète qui a eu un accident de la route à 15 ans et qui du coup aura fait un travail de compensation. Donc il est important de ne pas confondre, je dirais, les handicaps par rapport au parcours de vie pour trouver des réponses qui soient justes pour chacun, et pour les territoires, c'est vraiment important, parce que sinon, quelque part, on se cache derrière la norme. Sauf que la norme, elle peut être bien comme elle peut ne pas être bien par rapport à l'usage. C'était un peu le sens de ma question, c'est-à-dire en faisant des choses un peu différenciées, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de danger qu'on prenne des mesures qui parfois ne sont pas exactement adaptées à certaines spécificités de certains publics? En fait, pour éviter ça, il faut faire avec les gens. D'accord, ok. Tout bête, non, mais j'enfonce des portes ouvertes sûrement, hein, mais, si avant d'implanter un dispositif, avant de faire un équipement, vous avez une réflexion avec les habitants de tous âges, eh bien, les gens, ils vont vous dire, moi, ce que j'aurais besoin, c'est de le faire comme ci, ou moi, ce qui compte pour moi, c'est telle ou telle chose. Et du coup, on ne va pas rater la démarche. Parler de mobilier urbain, la question, c'est pas juste d'acheter des bancs, parce que des fois, c'est pas le banc la réponse. Et puis des fois, le banc, on l'a acheté, mais on l'a pas mis au bon endroit. Donc la qualité d'usage, elle se fait par rapport à l'expertise d'usage qu'ont les habitants. Et les habitants âgés, ils savent. Y compris dans les établissements, si vous avez un parc et que vous mettez un banc en plein soleil et en plein vent, personne ne va y aller. Et du coup, on va dire, pourtant, on vous l'a mis. Donc, vous n'allez pas vous plaindre. Mais on ne vous a pas demandé où il fallait le mettre. Donc, tout est dans la nuance. Et je pense que l'exercice de la citoyenneté, c'est d'être attentif à la parole des différents âges. Et c'est d'être attentif aussi à un certain nombre de gens parce qu'ils sont fragilisés ou parce qu'ils peuvent
avoir eu un retour d'image qui est négatif de la part du reste de la société, où en fait ils se disent ça sert à rien que je le dise, on va pas m'entendre. Donc c'est aussi comment pour la citoyenneté on cultive une relation de confiance avec les gens, et je pense que les animateurs que vous avez chez vous, ils ont cette fonction-là, de faire en sorte qu'à un moment donné, je sais que je peux le dire à quelqu'un parce qu'il ne va pas se dire que je râle, il ne va pas se dire que je me plains, il va simplement entendre que j'ai envie d'améliorer ma qualité de vie et que j'ai envie d'avoir ma place. Et avoir sa place, c'est ça, être citoyen. Et qu'il faut l'entendre comme une proposition. Et pas exactement, même si c'est des fois mal dit. Oui, tout à fait, tout à fait. Justement, reconnaître cette expertise d'usage, Élodie, c'est extrêmement important. Est-ce que, puisqu'on a parlé de la question des villes et la question des territoires, moi je voudrais qu'on puisse faire une différence justement entre ce qui est facteur de réussite pour faire vivre. Alors, Pierre-Olivier nous parle beaucoup de mobilité, hein, de visibilité dans l'espace. Vous évoquiez, vous, des participations aussi dans les démarches, voire même dans la possibilité de faire entendre sa voix, de voter, etc. Est-ce que les démarches, elles sont similaires? Alors, encore une fois, je ne veux pas faire de clivage parce que c'est pas l'objectif. Est-ce qu'il y a des facteurs de réussite qu'on peut trouver dans les grandes villes et des facteurs de réussite qu'on peut retrouver plutôt en milieu rural, c'est-à-dire dans les petites collectivités? Est-ce que la démarche est exactement la même ou est-ce qu'il y a des différences? Puisque vous êtes vraiment une union de proximité, hein, vous avez les deux. Alors, pas du tout. En fait, on a des iniquités territoriales et la différence entre le urbain et le rural peut être parfois criante. J'entends pas là parce qu'il y a des petites villes qui ont des super initiatives innovantes du côté des CCS qui sont faciles à essaimer dans les grandes villes, mais par contre elles partent d'un peu plus loin et les initiatives, les politiques publiques sont souvent assez éloignées des toutes petites villes et on arrive au dernier kilomètre sans le bon interlocuteur avec une toute petite mairie où il n'y a plus de CCS parce qu'on l'a fermée et la personne déjà en fait se retrouve à aller au seul interlocuteur qui est la mairie. Donc en fait il y a une certaine iniquité. Mais il ne faut pas scinder en fait, entre les grandes villes et les petites villes. Il y a des initiatives formidables des deux côtés. Et je pense qu'il faut plutôt réfléchir en matière de politique publique à ne pas oublier les petites villes, comme il ne faut pas oublier les Outre-mer. Du côté des Outre-mer, on a des choses formidables qui s'y passent, mais parfois elles sont bien trop éloignées des politiques publiques qui sont conçues en métropole. Où en fait, il n'y a pas de modèle idéal d'un côté ou de l'autre. En fait, il y a des initiatives des deux côtés. Et moi, je crois beaucoup au terrain et aux initiatives de terrain. Et donc, j'en ai la preuve sous les yeux, vous êtes assez nombreux. Il faut laisser le pouvoir aussi de parole au territoire et l'initiative au territoire. Arrêter les appels à projets trop compliqués qui rendent un ETP corrélé à l'appel à projet et après le projet va capoter parce qu'on n'aura plus l'animateur pour faire telle activité de prévention de la perte d'autonomie. Il ne faut pas scinder en fait les territoires. Moi, je pense qu'on aura progressé quand on arrêtera de réfléchir trop en cloisonnant aussi les territoires comme les personnes âgées vis-à-vis des jeunes. Très bien. Pierre-Olivier, justement, sur cette nécessité de ne pas forcément faire de différence entre grandes villes, petites villes, même si les moyens, les réalités sont différentes. Si on considère qu'il y a des grands facteurs de réussite et puis il y a des obstacles encore à surmonter, ça serait quoi pour vous, justement, les grands facteurs de réussite de ces projets favorisant la citoyenneté des personnes âgées dans la ville et quels seraient... D'abord, on va parler des facteurs de réussite et après, dans ces facteurs de réussite, moi, je voulais vous entendre aussi... alors, excusez-moi, ce n'était pas une question qu'on avait forcément prévue, mais je suis obligé de la poser. Sur la place, justement, des structures médico-sociales et notamment des EHPAD dans les territoires, parce qu'un EHPAD dans un territoire, ça fait vivre aussi un territoire, ça rayonne. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi, parmi les facteurs de réussite, il y a la mobilisation des structures existantes sur le territoire pour faire vivre toute cette citoyenneté? Elle est vaste, ma question, désolé. Hein, c'est un peu confus. Il y a au moins 4 questions. Alors, je suis comme Élodie, je pense qu'il n'y a pas à dire c'est plus facile en fonction de la taille de ville. Chaque territoire a des avantages et des inconvénients. On va se dire que les plus gros, ils peuvent avoir des moyens humains et financiers. Par contre, ils vont avoir une organisation où pour se parler, c'est compliqué, on perd beaucoup de temps. Dans un petit territoire, on peut parfois se dire qu'on a moins de moyens. Par contre, on est super agile.
Des fois, on se connaît mieux. Ouais, des fois, on se connaît Et on se mieux, connaît, on se parle, Ouais. on va appeler l'assaut du coin, machin et tout, et en 2 temps, 3 mouvements, on n'a pas besoin de programmer des réunions et ainsi de suite. Si on a une idée commune, on est capable de la mettre en œuvre de façon beaucoup plus concrète. Donc voilà, faut faire avec ce qu'on est, avec la taille qu'on a. Et je pense que le vrai levier qui change la donne pour que ça fonctionne, c'est des gens qui sont convaincus que d'avoir des habitants âgés, c'est une chance pour son territoire, y compris dans les établissements, que c'est une force, que c'est une ressource, y compris économique. Il y a plein de petits territoires où le plus gros employeur, c'est l'établissement. Et donc, pour le maire du coin, c'est génial. Parce qu'en fait, lui, sa zone d'activité, c'est des fois l'EHPAD ou la résidence autonomie. Au même titre que dans les grandes villes, c'est souvent l'hôpital. Donc ça, c'est aussi à entendre. Et je pense que ce qui change la donne, c'est quand on est persuadé qu'on ne gère pas un problème parce qu'on a des vieux. On gère un questionnement, l'évolution de la société, la longévité. Oui, c'est une question. Donc ça change fondamentalement. Ensuite, c'est d'arriver à faire les choses ensemble. C'est pas de se dire il y en a un qui sait et du coup vous devez être derrière moi, je suis votre chef de file. Je pense que là il y a un travail d'ouverture et qu'il faut que chacun propose ce qu'il a à proposer. Dans les établissements par exemple, vous avez des locaux qui sont aménagés, qui sont chauffés, qui pourraient être à la disposition du quartier, du village et tout. Sauf que des fois on les voit pas comme ça. Ouais. Ça se fait beaucoup. Bien sûr, ça se fait beaucoup. Mais du coup, d'aller voir le village ou la commune en disant écoutez, vous cherchez une salle pour faire de l'activité X ou Y, venez donc chez moi. Par contre, le deal, c'est soit j'ai des résidents qui participent, soit ils ont au moins le droit de venir s'installer et de regarder, soit on leur parle. Moi, je me souviens que dans un EHPAD que j'ai dirigé à une époque, j'avais installé une artiste à travailler la nuit. Je lui dis, c'est génial. Il y a tellement de gens qui s'emmerdent la nuit et qui ne dorment pas. Je lui dis, on met 2 canapés. Le seul truc que je te demande, c'est s'il y a des gens qui viennent, tu leur dis pas, qu'est-ce que vous foutez là, allez vous coucher. Du coup, on leur servait du thé à la menthe. Ils papotaient à 3h du matin et les gens, ils étaient bien plus épanouis. Quand ils remontaient, ils dormaient mieux. Plutôt que si on leur avait dit, mais qu'est-ce que vous foutez là, c'est pas l'heure. C'est quoi l'heure ? C'est chacun son heure. Voilà. Donc voilà, faut être inventif et il faut se dire qu'on a quelque chose à proposer. J'en reviens à cette idée en fait de bien dire les choses ou de mal dire les choses. Et je pense que la réussite du projet, elle est là. C'est de se dire, regardez, moi j'ai un atout, j'ai un avantage, donc je mets ça dans la corbeille. Et de ce fait-là, ça donne envie aux autres partenaires de mettre quelque chose et ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Exactement, c'était plus que parfait. Élodie, juste vous faire réagir justement sur la place des établissements dans le territoire, certes pourvoyeurs économiques, mais aussi pourvoyeurs de liens avec cette logique. Je ne sais pas si on peut oser le mot tiers-lieu, parce que que parfois, justement, il y a cette logique qui se met en place. En tout cas, cette logique d'ouverture, justement, sur le territoire des établissements et la carte que peuvent jouer, justement, les EHPAD pour faire vivre la citoyenneté des personnes âgées à l'échelle du territoire, au-delà même des résidents. Alors pour rebondir en 2 temps, je suis comme Olivier, en fait, je crois beaucoup à l'interconnaissance et à la société du lien en incluant les agents dans le lien. Actuellement, le déploiement du SPDA a prouvé qu'il n'y a pas d'interconnaissance. Comme l'a dit Pierre-Olivier, sans les nommer, les départements, les ARS, avec les EHPAD, il n'y a pas toujours le lien au quotidien. Et je trouve qu'il faut commencer par le point de départ. Le Covid l'a montré, en fait. Il faut remettre du lien aussi entre les agents et les tutelles ou les partenaires sur les territoires. Et effectivement, les EHPAD gérés par les CCS ou non d'ailleurs, c'est des formidables lieux de ressources. Donc la mise en place des CRT est formidable, parce que c'est tant à destination de nos bénéficiaires que des agents. Et puis les tiers-lieux, nous, on a des choses très chouettes, des bistrots en EHPAD, des salons de thé. On a aussi tout ce qui peut se faire avec des établissements tout autour, dont des lycées professionnels. Il faut arrêter de voir l'EHPAD comme un hôpital bis et le remettre comme un domicile, un lieu de vie. Donc on remet de la ville au sein de l'EHPAD et de la citoyenneté. Donc je trouve ça pas mal. Juste pour compléter ce que tu dis, il y a aussi des collectivités qui font le choix d'avoir des postes un peu hybrides. Au Chambon-Fougerolles, dans la Loire,
le directeur de la résidence autonomie, il est en même temps responsable des services personnes âgées dans la commune. Et du coup, ils ont mis une dynamique amis des aînés, en l'occurrence. Et ben de ce fait-là, la résidence, elle est au cœur de tout un tas de choses, parce qu'elle fait vraiment partie du territoire, parce qu'on a su mixer des professionnels qui sont en lien avec la collectivité. Et du coup, ça tire vers le haut. Et aujourd'hui, les habitants de la résidence autonomie, ils ne se posent pas la question, est-ce qu'on est dans la commune ou pas? Ça coule de source. Oui, et puis cette logique aussi d'interconnexion, de partage, et concerne différents secteurs médico-social, social, effectivement, qui peut concerner même la petite enfance, etc. etc. Si on en vient, on a évoqué les facteurs de réussite, moi je voudrais quand même qu'on évoque aussi les éléments de blocage éventuels. Pierre-Olivier, vous évoquiez cette nécessité de voir le grand âge dans le territoire comme une ressource. Malheureusement, je ne veux pas faire de philosophie, on en a suffisamment fait ce matin, mais il y a quand même on vit dans une société du jeunisme, de la performance, voire même de l'agisme. Est-ce que dans ces conditions-là, finalement, le premier obstacle à la mise en place de toutes ces initiatives citoyennes, c'est pas cette espèce est-ce qu'il n'y a pas une culture à changer pour véritablement lever les obstacles, les derniers obstacles pour faire vivre toutes ces initiatives? Ah, mais c'est sûr que le principal obstacle, c'est l'agisme. Alors l'agisme, il peut être aussi vis-à-vis des jeunes, hein, c'est vrai. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est de considérer que les questions du vieillissement, c'est qu'un poids, c'est qu'une charge, c'est qu'un coût. Et ça va du débat de la retraite jusqu'à la loi grand âge qu'on verra sûrement pas. L'Arlésienne, oui. Voilà. Hein, donc, je sais pas, moi j'ai commencé, je crois, sous le mandat de Sarkozy à faire des réunions sur la loi grand âge, et je pense que je partirai à la retraite sans l'avoir. Mais effectivement, derrière ça, c'est une vraie question de société. C'est est-ce que je considère que c'est intéressant d'avoir des habitants âgés, et est-ce que et quelle représentation on a de ça? Donc la vraie difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, l'étape après avoir été vieux, c'est d'être mort, et qu'il y a une espèce de culture de la société que de se dire si on ne parle pas du vieillissement, du coup ça nous déserve encore plus de cette étape de la fin définitive. Et donc, il y a une appréhension par rapport à ça, et c'est pour ça que je parle de parcours. C'est un peu comme la transition démographique. On sait que ça va arriver, mais on n'en parle jamais, parce que peut-être que si on n'en parle pas, ça ne va pas arriver. Et vous verrez que dans quelques années, on va nous parler d'un tsunami qui nous arrive, en parlant des vieux qui vont arriver à la retraite ou en établissement. Alors, un tsunami, c'est quelque chose qui est imprévisible. Les données statistiques, on les a devant le nez, et pourtant, on va faire que réagir. Donc, la difficulté, c'est, je dirais, une culture française qui ne sait pas faire un vrai travail de prévention, qui sait faire que du curatif. Et puis, la difficulté, c'est aussi le morcellement de ceux qui financent les choses. Je vous parlais tout à l'heure de faire attention à ce que les rues ne soient pas glissantes. Mais en fait, si la Sécu payait la rue, elle calculerait le nombre de cols du fémur économisés, et du coup, elle se dirait que ça vaut le coup de payer la voirie. Mais sauf qu'aujourd'hui, comme c'est saucissonné, chacun se dit c'est pas à moi de le faire, et du coup personne n'investit parce qu'on est toujours dans l'urgence. Et ça, c'est peut-être que notre pire ennemi, c'est celui-là, c'est de gérer en permanence des urgences, et du coup de pas avoir des gens à qui on décide de confier un travail de stratégie pour qu'on marche sur deux jambes. Une sur l'urgence, parce qu'effectivement, dans notre quotidien à tous, comme ça a été dit ce matin, il nous arrive quelque chose le lundi matin et qu'il faut bien faire. Mais en même temps, il faut qu'on ait aussi du temps de cerveau disponible, et quelqu'un qui se dit, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, comment je vais avoir regardé les choses pour ne pas à nouveau subir et uniquement gérer de la crise. D'accord, ok, très bien. Élodie, quelques mots justement sur... Pierre-Olivier nous a dit beaucoup de choses sur l'agisme, mais aussi sur la nécessité d'avoir une vision un peu plus stratégique, tournée à la fois répondre aux exigences du quotidien, mais aussi se projeter vers un certain nombre de défis. Voilà, je vais juste vous faire réagir sur ces deux éléments-là, et puis ensuite on passera à quelques questions de la salle. Déjà, il faut commencer par reprendre le temps de vivre. La retraite, c'est où on a le plus le temps de vivre. Et il faut aussi le faire du côté des agents.
donner du temps dans les plans pour avoir du lien avec les personnes âgées, pour qu'une aide-soignante puisse être plus au chevet de la personne âgée. En fait, il faut recommencer par l'essentiel, en fait, laisser les personnes vivre et aussi les agents et avoir ce lien. À domicile, on minute les plans d'APA, en fin d'établissement, il n'y a pas assez d'ETP. En fait, il faut commencer par la base, on remet du temps, on reprend le temps de faire les choses et on réfléchit à long terme et pas en catastrophe parce qu'il va y avoir un choc démographique. On le sait déjà, on peut l'anticiper, être un peu plus stratège. Et puis il y a déjà pas mal de choses sur les territoires qui peuvent aussi permettre de l'anticiper. Il suffit juste de faire un petit tour de France et le choc démographique, il va aller beaucoup plus doucement puisqu'il y a des formidables initiatives. Donc il faut laisser le pouvoir d'agir tant aux acteurs qu'aux personnes âgées et prendre le temps. Très bien. Je voudrais d'abord qu'on applaudisse nos 2 intervenants. Et je vais me tourner vers la salle. Alors, ça serait bien qu'on l'éclaire un tout petit peu parce que je ne la vois pas du tout. Là, voilà, un tout petit... Ah, voilà. Et d'ailleurs, il y a une main qui se lève. Et il y en a une deuxième. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Caroline Brochère, je suis directrice d'EHPAD dans les Côtes-d'Armor. J'ai une petite réflexion qui me vient. Alors je suis absolument d'accord avec tous vos propos en ce qui concerne la société inclusive. Je souscris complètement à vos propos, mais je vis dans une ville labellisée Ville Amie des aînés. Donc j'ai un autre regard aussi. Est-ce que vous ne trouvez pas finalement que dans les villes amies des aînés, on pointe du doigt une population pour laquelle on fait peut-être un petit peu plus de projets orientés sur des aménagements, etc. Moi, dans ma ville, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui se fait pour les jeunes. Il y a de moins en moins de jeunes dans cette ville. Et finalement, on creuse encore plus des clivages entre les jeunes et les vieux. Et je trouve que ça dessert, en tout cas que ça sert l'agisme, beaucoup plus que ça inclut toute cette société du bien vieillir ensemble. Et je trouve, je peux vous le dire même à titre personnel, moi j'étais dans un club de sport. Aujourd'hui, le niveau du club ne me convient plus du tout parce qu'il n'y a plus que des personnes âgées. Il n'y a plus beaucoup d'actions autour de la jeunesse et il y a de moins en moins de jeunes. Et moi, quand je dis où j'habite, on me dit que j'habite une ville de vieux. D'accord, très bien. Peut-être une réaction, Pierre-Olivier, sur cette question qui est très intéressante. Il y a deux questions en fait. Il y a la question démographique du territoire, c'est est-ce que le territoire est attractif ou pas, et est-ce qu'il y a un bassin économique qui fait qu'il y a des jeunes qui peuvent y être et y travailler et y habiter. Donc ça, c'est, je dirais, une dimension souvent qui n'est pas que à la main de la municipalité, parce que ce n'est pas eux qui vont décider du déploiement économique et tout. Donc là, il y a un vrai défi. C'est est-ce qu'il y a en gros une migration des populations plus jeunes pour aller ailleurs, parce que c'est là qu'il y a l'emploi et ainsi de suite. Et puis ensuite, il y a, je dirais, le choix stratégique du territoire. En tout cas, nous, on ne promeut pas de dire il faut être ville amie des aînés au détriment des autres générations. On dit une ville amie des aînés, c'est une ville amie de tous les âges. Et on va le renforcer encore plus, puisqu'on vient de sortir un baromètre de ce que veulent les vieux. C'est comme ça qu'on a appelé notre baromètre. Et que la première chose qui sort, c'est on veut des échanges entre générations. Donc on ne veut pas être entre nous, on veut être avec les autres générations. Après, par rapport aux clubs de sport, aux activités et tout, là, c'est aussi aux décideurs, je dirais, associatifs, de travailler les choses par rapport à la démographie, par rapport aux horaires, par rapport au niveau de choses à faire. C'est sûr que si on propose un club de marche qui fait que 500 mètres, à un moment donné, il y aura que ceux qui se disent 500 mètres, c'est déjà très loin pour moi qui y vont. Donc, c'est un état d'esprit. Mais vous viendrez me dire chez qui c'est, et puis on essaiera de leur dire qu'il faut être vigilant à ne pas opposer les générations les unes aux autres. En tout cas, nous, c'est vraiment le message qu'on veut porter. Et je vous dis, ce n'est pas pour rien que dans ce que demandent les habitants eux-mêmes en disant on veut vivre avec les autres générations, c'est bien qu'eux-mêmes ne veulent pas qu'on leur renvoie l'image. On fait quelque chose qui vous est dédié au détriment des autres.
les vieux, c'est souvent des parents et des grands-parents et des environnements dans lesquels la jeunesse, elle compte énormément et on doit s'appuyer là-dessus. Très bien. Alors, une autre question, je crois. Voilà. Bonjour, Karine, directrice d'EHPAD en Vendée. Merci à ma collègue parce que ça rejoint un petit peu quelque chose qui m'avait frappé dans vos présentations. Donc, moi, ces histoires de villes labellisées, là, j'ai beaucoup de mal aussi avec ça. Donc, mais ma collègue en a très bien parlé. Et du coup, il y a quand même un problème pour être citoyen toute la vie et jusqu'au bout. C'est vraiment, moi, je trouve cette fracture numérique. Tout le monde connaît ce terme. J'ai l'impression qu'on ne veut absolument pas la résoudre. Être citoyen, c'est avoir des accès, donc se déplacer, etc. Mais c'est pour aussi pouvoir gérer ses affaires, je ne sais pas moi, faire sa déclaration d'impôt. Les résidents qui sont en EHPAD, ils ont la possibilité de déclarer leurs dépenses d'EHPAD. Mais s'ils veulent toujours faire leur déclaration papier, on ne leur envoie pas le feuillet. Il faut le télécharger sur un ordi et l'imprimer. Bon, rien que ça, je ne comprends pas pourquoi on ne s'empare pas plus de ça. Et donc, on va me dire qu'il y a des maisons, je ne sais pas moi, France Service, mais là encore, la mobilité, etc., etc. Donc, être citoyen, c'est vraiment pouvoir avoir accès à tout ça, à ce qui fait le fait que je suis un citoyen, je paye des impôts, etc., etc. Merci. Alors justement, sur cette question de l'accessibilité numérique, qui est effectivement absolument centrale, hein, puisqu'on est en phase de dématérialisation des services publics, et ça met en difficulté un grand nombre de personnes âgées. Est-ce que ça, justement, ça conduit, ça contribue à exclure un certain nombre de catégories d'âge de la vie en société, de la citoyenneté en définitive? Oui, effectivement, je vous rejoins. Du fait de la fracture numérique, on a des personnes âgées qui vont faire du non-recours, qui vont renoncer à leurs droits parce que c'est trop compliqué de trouver un point d'accès pour accéder à quelqu'un qui va nous aider à compléter le dossier. Il y a aussi le problème de la visibilité sur les smartphones. Les personnes âgées, en fait, les smartphones, en général, ils sont assez peu adaptés. Et c'est compliqué de faire un dossier en ligne sur un smartphone parce qu'on n'a pas d'ordinateur chez soi ou pas de tablette parce qu'on est d'une génération où ce n'était pas un réflexe comme aujourd'hui. Mais la crise sanitaire a aussi le mérite de montrer que les jeunes, face à ce problème sur les dossiers trop complexes, sont comme les personnes plus âgées. Et il y a aussi une fracture numérique du côté des jeunes pour tout ce qui est démarche administrative. Donc il faudrait commencer par repenser l'information, le crédit d'impôt sur à destination des EHPAD, les personnes âgées et leur entourage, les aidants, ne sont pas nécessairement au courant et il est compliqué quand on ne sait pas compléter le dossier en ligne. Donc il faut commencer par le B.A.B.A, informer, former et aider quand on ne peut pas faire et accompagner. Et ça va aussi préserver des facultés cognitives et ça peut remettre aussi du lien. Mais franchement, la question numérique, c'est comme le vieillissement démographique. On est en 2025, on s'aperçoit que c'est compliqué pour une personne âgée d'aller sur une plateforme. Ça fait des années quand même qu'il y a des ordinateurs et on n'a pas anticipé. Et puis derrière, c'est des agents qui sont supprimés ou qui doivent s'occuper des jeunes publics qui sont en fracture numérique, des personnes plus âgées, avec des dossiers très compliqués. Donc il faut commencer par le B.A.B.A, penser d'abord aux personnes âgées et les inclure dans les... quand on discute au niveau institutionnel sur, par exemple, on modernise les services fiscaux, on met des personnes âgées. Du côté du handicap, on a beaucoup de familles et d'associations d'usagers. Du côté des personnes âgées, je peux témoigner, parce que toutes les semaines, j'ai des réunions institutionnelles et malheureusement, elles ne sont pas présentes. Donc il faut commencer par le B.A.B.A, inclure autant les représentants de personnes âgées et les personnes elles-mêmes. Dans les échanges, c'est les premières personnes qui pourront identifier une difficulté que nous, plus jeunes, on ne peut pas identifier. Donc je vous rejoins totalement. Pour réinclure les gens dans la société civile et dans la citoyenneté, il faut commencer par le B.A.B.A, penser à elles et les inclure. Très bien. Pierre-Olivier, une réaction sur cette thématique? Juste, vous avez le sentiment que rien n'est fait. Malgré tout, il y a plein de gens qui essayent de faire quelque chose. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un peu l'impression d'avancer à contre-courant parce que la dématérialisation continue d'augmenter, de s'accentuer. Et du coup, ce qui est fait par rapport à l'usage, je dirais quasiment obligatoire de ce qui est dématérialisé, fait qu'on a l'impression que ça reste toujours ténu.
mais il y a quand même énormément de choses qui se font dans les CCAS, dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux, dans les maisons France Service. Enfin, il y a une sensibilisation qui a été faite, il y a des réponses qui commencent à être apportées, et en même temps, il y a un espèce de courant qui est tellement fort que c'est compliqué. Par contre, moi je dis aux jeunes générations, et à ceux du milieu, là, dont tous ceux qui sont devant moi sont sûrement, vous allez vivre les prochaines fractures numériques. L'erreur, ça serait de penser qu'on a des personnes âgées qui n'avaient pas d'ordinateur, et puis que du coup, maintenant, on va avoir des générations qui en auront eu, mais qui est spécialiste de l'IA aujourd'hui? Voilà. Hein, et pourtant, ça y est, c'est... moi, j'écoute des émissions et je me demande de quoi ils me parlent. Pourtant, un ordinateur, j'en ai un smartphone, j'en ai un. Donc, et ça va continuer. Donc, en fait, le vrai travail qu'on a à faire, quel que soit son âge, c'est d'apprendre à apprendre, de vivre un changement qu'on ne subit pas et de créer des entourages dans lesquels, ou à un moment donné, ça va être donnant-donnant. Moi, dans mon équipe au réseau, j'ai des gens plus jeunes que moi, et heureusement, parce que je suis vraiment une bille dans tout ce qui est informatique. Donc, je passe ma vie à hurler en disant « ça marche pas », donc ils rigolent tous. Et puis, il y a quelqu'un qui vient me donner un coup de main. Et de l'autre côté, ils me disent un truc, et je dis « ah ouais, ça c'était à tellement machin et tout ». Ils me disent « c'est dans quel dossier ?» Je dis « j'en sais rien, moi. Mais par contre, je m'en souviens. » Donc, en fait, c'est aussi comment on travaille ça. Mais c'est vrai que, en tout cas, un des rôles que le réseau a, c'est d'essayer de faire remonter au niveau national qu'on doit permettre d'avoir le choix. Car la question, ce n'est pas que ce soit matérialisé ou dématérialisé, c'est de se dire, je devrais avoir le choix entre avoir un interlocuteur qui va m'aider pour remplir la déclaration d'impôt, si on prend cet exemple-là, ou d'avoir une feuille papier, et que la feuille papier, il ne faille pas que je doive aller sur Internet pour décocher la case qui fait que je vais le recevoir. Parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué. Ce qui fait que je n'ai pas pu aider mon papa à faire sa déclaration d'impôt parce qu'il avait rentré un code et un numéro de téléphone qu'il a pu, et du coup il renvoie un numéro machin et à la fin ça ne marche toujours pas. Donc c'est vrai qu'on est dans un système kafkaïen, mais l'électronisme et même l'illettrisme, il est intergénérationnel malheureusement, et comme l'a dit Élodie, il y a énormément de jeunes qui sont super bons pour aller sur TikTok, mais qui sont archi mauvais pour faire une démarche administrative. Donc ce n'est pas que l'usage de l'outil. Tout à fait, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Donc je vous propose d'applaudir bien fort nos intervenants une dernière fois. Je vous remercie beaucoup. Et on va passer à notre prochaine séquence. Donc la promotion de la citoyenneté des personnes âgées, on l'a vu, implique